So, die Damen und die Herren, willkommen auf dieser Pressekonferenz. Ich wollte an der Hinsicht unserem Staff vielmals merci sagen, dass ihr das heute organisiert habt, weil es sind ganz viele Themen, die unzuschwätzen sind. Und das ist eine schwere Zeit, das ist auch eine ganz sensible Zeit, weil auf verschiedenen Ebenen eben Sachen geschehen, die wo die Menschenrechte, die fundamentalen Menschenrechte stark angegriffen werden. Wir haben an paar Tagen, am 10. Dezember, haben wir als Marsch auf jeden Fall en honneur für die Menschenrechte. Als Kampagne, die wir lanciert hatten, unter dem Kerzen, verkaufende Kerzen, wird hauptsächlich die Jungen visiert. Wir haben auch ein paar Fälle, die wir dann auch an diesem News sibliert haben, von Familien, von jungen Leuten, die sich für die Menschenrechte angesetzt haben und die leider aufgrund von dem Engagement auch verfolgt sind oder auch gefoltert sind. Aber auch heute zu Lützeburg sind die Jungen extrem exposiert vis-à-vis von Situationen, die am Anfang nicht menschengerecht sind. Kinder, die negligiert gehen, Kinder auch heute zu Lützeburg, die hungrig sind, Kinder, die geschlagen gehen, Kinder, Jungen oder hat sich Mädchen von 12, 13 Jahren, die auch vergewaltigt gehen. Das geht heute zu Lützeburg. Und da kann ich doch am Rapport vom Ombudsmann nachgucken, wie das ein bisschen an den Kinderpsychiatrien, auf jeden Fall, das ist ein exzellenter Rapport, kann eine Jugendpsychiatrie, wo dann die Themen dann auch angeschwärzt gehen, aber noch ein bisschen Misere, wo sich rauskristallisiert wird und dieser Gesellschaft geht. Auch die Folien sind ein bisschen überlastet im Moment mit ganz vielen Kindern, denen ganz schwer geht, weil das dann Familiensystem nicht unbedingt gut lebt, durch die ökonomisch, aber auch andere Aspekte. Wir haben heute die Chance, dass ein ganz guter Rapport herauskommt, nämlich unter den Irak an den Waffenhandel, den dann betrieben ging, an Reperkussionen, die das dann auch auf Syrien hat und hauptsächlich auf die Gruppen, die sich armiert tun, die dann auch einen islamischen Staat können zu kreieren. Das Problem ist, wie weit schaut man das an, weil das auch en lien ist mit den Flüchtlingswellen, ich meine, die ganze Problematik aus Syrien ist komplex. Die Situation in Syrien ist nicht mehr, dass sie nicht mehr Leute, die wollen fortgehen oder müssen fortgehen, sie haben keinen anderen Choix, für hier überleben zu kämpfen. Das wird mit der Revolution am Norden von Afrika angefangen, die soi-disant Revolution Arabe. Wir haben verschiedene positive Resultate betrachtet. Par rapport zu zum Beispiel Tunesien, aber Syrien ist wirklich eben das schlechteste Beispiel, den wir haben. Und du wirst Herr Brabant als Direktor darauf zurückkommen. Der Bashar al-Assad wird dann für 4, 5 Jahre schon sehr völlig massakriert. Und mit dem Resultat, dass so intern ganz viele Leute geflüchtet sind und auch 4 Millionen Leute dann an den Nachbarländern fortgegangen sind. Wir hatten am Anfang von diesem Jahr hat man im Rapport annuell exposiert, dass wir immens beunruhigt gewesen sind über wie die Evolution ist von den Lebenskonditionen von den Flüchtlingen und dass wir früher oder später damit werden betroffen sind. Und heute haben wir das Resultat und das ist noch nicht fertig. Es sind immens viele Leute, die probieren in Europa ranzukommen, die das Recht haben, auch für Sicherheit zu kämpfen. Aber da sind natürlich ganz viele Punkte, die müssen geklärt gehen. Par rapport, wie können sie hinkommen an Sicherheit, und nicht, dass sie hier das Leben auf Risiko setzen, wie gehen sie an Europa verteilt.
du hast auch über Quoten geschwart, kind Franzosen wollen aber über Mechanismen schwatzen, weil sie aus einem politischen Grund auch nicht können über Quoten mehr schwatzen. Und dann geht das alles en lien gesagt auch mit dem Terrorismus oder bestimmte Fall die Attacken, die zu Paris sind. Und du Bimmel könnt ganz viel Vermischung an den Themen, wo die Leute, die am meisten davon leiden, die sind, die am meisten Mittel haben, für sich zu schützen und noch so zu leben, dass das auch an einer gewissen Dignität. Wir hören längsariert Leute sich beklohen, ja, muss man den Flüchtlingen überhaupt helfen, alles geht jetzt sowieso schlecht, wir haben keine Arbeit, geht es gesundheitlich auch nicht unbedingt ganz gut und so weiter und so fort. Viele von den Bemerkungen sind nur vollziehbar, an dem Sinn, dass tatsächlich in Europa, auch zu Lützburg, Leute gehen, denen es nicht gut geht. Das hindert aber nicht, dass den anderen Leuten, die genauso schlecht geht oder noch mehr schlecht geht, dass denen auch muss geholfen gehen. Und das ist hauptsächlich eine große Message, die man muss verbreiten. Wir müssen jedem können helfen. Jedem, den an der Not ist. Europa steht für eine ganz große Challenge, und das betrifft hauptsächlich als allgemeine Solidarität. Ich will mal nicht so, dass nicht gemacht wird. Ich muss hauptsächlich gucken, was am Niveau von der Schule gemacht wird, auch von den anderen ONG, auch Amnesty und so weiter. Da wird ganz viel gemacht. Wir engagieren uns viel. Zuletzt engagieren wir uns ganz viel für die Leute. Es geht nicht durch. Wir müssen nach mehr weit gehen. Und wir müssen da wirklich extrem solidarisch sein und am Beispiel 4 gehen, vis-à-vis von den anderen europäischen Ländern. Das heißt, das, was mir am Anfang den Aufruf ist, dass wir am Moment an diesen Zeiten zusätzlich Menschenrechte brauchen, auf jeden Fall, dass ihr extrem darauf aufpasst, dass die auch respektiert werden. Die Regierung will Sicherheitsmesuren validieren lassen, auf jeden Fall in einem Gesetzestext. Obwohl ihn das nachvollziehen kann, müssen wir aber auch extrem vorsichtig sein, dass das nicht zu viel anengend geht, auch vis-à-vis von unseren Freiheiten. Und wir müssen für allem immens präventiv schaffen oder Mechanismen aufstellen, die dann auch Angriffe am Privatleben die dazu führen. Nichtsdestotrotz, von den allgemein über die Jahrzehnten hinguckt, kann ich aber feststellen, dass egal wie schwer die Defizite sind, egal wie schwer oder wie schlimm die Herausforderungen sind, Menschen, die aber immer fertig tut, für weiter zu wurzeln, an sich dem zu stellen. Wir haben heute immens viel Akien, Fundamentalrechte, die für 100 Jahre noch nicht so Realität gewesen sind. Wahlrecht, Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern, die ist noch nicht 100%, du hast noch viel zu machen, aber wir kommen immer weiter. Auch die ganz froh von der Diversität an par rapport zu den Kindern. Das heißt, Progress, die los gemacht, Zeiten sind im Moment ganz schwer, aber wir machen wirklich einen Aufruf, für aufzupassen, wir sagen nicht einfach schwarz auf weiß zu sehen, die ganze Komplexität auch zu sehen, was sich anzugucken, hauptsächlich wie alles vernetzt ist, und dass wir als Europäer auch eine Verantwortung haben, par rapport zu dem, was Syrien geschieht ist. Und das in Betracht von Waffenhandel. Und das ist der Rapport, den wir hier schaut werden, noch präsentieren. So, das war auf jeden Fall von meiner Seite uns die Introduktion. Den 10. Dezember haben wir als Marsch für die Menschenrechte um 4:06. Da sind da alle gut und herzlich willkommen. Und voilà, und du mal da Gegenstand für weiter und unseren Direktor, den Stan Brabant. Merci. Vielmals merci, David. Je vais donc vous
parler en quelques mots de ce rapport que nous sortons aujourd'hui au niveau de l'ensemble d'Amnesty International. C'est un rapport important, c'est un rapport très intéressant aussi. Je vous encourage, si vous avez un peu de temps, à le lire. On a ici une version en anglais, mais il sera bientôt disponible en français. C'est un rapport qui essaye de comprendre comment se fait-il que l'État islamique, ou le groupe qui se fait appeler État islamique, a aujourd'hui des stocks d'armes absolument incroyables à sa disposition. Donc ce rapport est basé sur une analyse minutieuse, notamment de centaines de vidéos, d'images que nous avons pu collecter sur le terrain au niveau d'Amnesty International. Et donc je crois que ce rapport peut être résumé autour de 4 grands éléments clés. Un premier élément, c'est une concordance forte entre les armes du groupe qui se fait appeler État islamique et les inventaires de l'armée irakienne. Donc ce sont des armements assez similaires. Il faut savoir que l'armée irakienne a accumulé des armes pendant plus de 50 ans, et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui dans les stocks de l'État islamique, il y a des armes qui sont parfois des armes qui remontent jusqu'à la Deuxième, voire même dans certains cas la Première Guerre mondiale, des armes très anciennes, mais également des armes beaucoup plus récentes. Ces armes ont en général été soit volées, soit capturées quand l'État islamique a pris un poste de police ou une caserne, ou achetées illégalement depuis des stocks généralement peu sécurisés, des stocks qui ne sont pas gardés ou mal gardés ou mal gérés par l'armée irakienne. Il y a également certaines autres armes, donc de provenance moins directement liées au stock de l'armée irakienne. Ce sont des armes qui viennent principalement de l'armée syrienne, ainsi que de groupes d'opposition syriens. Là, on parle souvent d'armes fournies par la Turquie, les pays du Golfe ou les États-Unis. Merci Sam. Donc ça, c'est vraiment un premier élément, une concordance très forte entre les stocks de l'État islamique et les stocks de l'armée irakienne. Un deuxième élément important pour bien comprendre la situation qu'on a aujourd'hui, c'est de distinguer comment ce stock s'est constitué. Et pour ce faire, nous avons dans ce rapport distingué 4 périodes clés. Une première période, c'est la période entre 1970, 1970 et le début des années 80. Donc la période, si vous voulez, qui a précédé la guerre Iran-Irak. Alors pendant cette période, nos collègues de SIPRI, le Swedish Institute for Peace Research, basé en Suède, qui a fait une recherche vraiment excellente à ce niveau-là, parle de 117 milliards de dollars d'armement qui auraient été accumulés pendant cette période. Pendant cette période, il y avait, selon nos informations, 34 pays qui ont fourni l'Irak, donc l'armée irakienne, en armement. Parmi ces 34 pays, nous en avons compté 28 qui fournissaient simultanément l'Iran. Donc ça vous donne un peu une idée du business qui était en cours là-bas. Les 3 principaux fournisseurs de l'Irak pendant cette période, c'était la Russie, la France et la Chine. À ça, il faut également ajouter une production nationale. Les Irakiens avaient en effet pour habitude de démonter certaines armes et de les reconstituer dans des usines locales, ce qui ajoute évidemment encore une quantité importante d'armement produite localement. Une deuxième période clé, donc, qu'il faut considérer pour bien comprendre d'où vient ce stock d'armes de
l'État islamique, c'est la période entre 2003 et 2007. 2003, vous vous en souvenez, c'est l'année où la coalition conduite par les États-Unis a envahi l'Irak. Alors, un premier élément qui s'est produit rapidement, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est que l'armée irakienne a été démobilisée immédiatement. 400 000 hommes, souvent armés, sont donc retournés chez eux, avec évidemment des conséquences assez évidentes en termes de sécurité, ne fût-ce qu'au niveau des armes, mais pas qu'au niveau des armes. On évalue à ce moment-là à peu près à 650 000 tonnes le nombre d'armes qui se sont littéralement retrouvées dans la nature, non sécurisées, non contrôlées. Un rapport de l'armée américaine de 2004 parlait d'ailleurs de prolifération qui, je cite, was due to the disintegration of the Iraqi army and widespread looting. Donc la désintégration de l'armée irakienne et un pillage généralisé de ces stocks d'armement gigantesques qui étaient jusque-là sous contrôle de l'armée irakienne. Donc on parle de plusieurs centaines de milliers d'armes qui ont littéralement disparu dans la nature à ce moment-là. Un deuxième élément qui s'ajoute à cette désintégration de l'armée irakienne et à la dispersion des stocks d'armes irakiens à ce moment-là, c'est le fait que plus d'1 million d'armes ont été données aux forces armées irakiennes reconstituées par les forces de la coalition conduite par les États-Unis. Donc plus d'1 million d'armes, plus des munitions, bien entendu. Donc un deuxième flux d'armes qui s'ajoute à ces dizaines d'années de stocks dispersés dans la nature. Troisième vague, heureusement un petit peu moins importante, des armes venant d'Iran et généralement transférées par des groupes armés en Irak. Ça, c'était pour la période 2003-2007. Troisième période, la période 2007-2014, où là, on parle, dans ce rapport, de la fourniture de dizaines de milliers d'armes et de munitions, bien entendu, par deux États principaux, la Chine dans un premier temps, suivie par les États-Unis. On compte de nouveau une trentaine de pays qui ont continué à livrer des armes pendant cette période de 2007 à 2014. Armes qui s'ajoutent à ces stocks absolument gigantesques dont je vous parlais il y a un instant. Quatrième période actuelle, 2014-2015, période durant laquelle l'État islamique pille de nombreuses bases militaires, de nombreux postes de police irakiens. Il faut savoir, et là je fais un tout petit retour en arrière, qu'en 2003, avant l'invasion américaine et de ses alliés de l'Irak, le régime de Saddam Hussein avait ordonné la dispersion de ces stocks d'armes à ce moment-là détenus par l'armée irakienne dans près de 10 000 caches répartis sur tout le territoire. Et donc, l'État islamique, en 2014-2015, n'a vraiment qu'à se baisser pour se servir de ces stocks absolument gigantesques qui se trouvent partout dans le territoire. Stocks non sécurisés, non contrôlés, et donc constituant une menace immédiate qui est évidemment une des explications de la violence extrême que nous avons aujourd'hui et dont les civils irakiens et syriens sont les premières victimes. Donc ça, c'était ces 4 périodes clés pour bien comprendre la nature du stock d'armes qui est actuellement aux mains de l'État islamique.
Je voudrais maintenant dire quelques mots sur les 25 pays qui, selon ce rapport, sont les pays qui ont produit les armes de l'État islamique. Alors ces 25 pays, ils comprennent un bon nombre de pays européens, mais je vais vous lire toute la liste, comme ça vous ferez le tri vous-même. Donc ces pays comptent l'Albanie, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Chine, la Croatie, la République tchèque, la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, l'Iran, l'Irak, le Kyrgyzstan, la Corée du Nord, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Serbie, l'ex-Union soviétique bien entendu, la Slovaquie, le Soudan, la Syrie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc ça, ce sont les 25 pays dont les armes se trouvent aujourd'hui aux mains de l'État islamique. Vous avez compté, il y a un certain nombre de pays européens. Je pense en particulier à des pays comme la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, qui sont aujourd'hui en train, bien entendu, de fermer leurs frontières aux réfugiés dont l'exode est bien entendu causé en bonne partie par cet afflux massif d'armes en Irak. Quatrième point, peut-être pour terminer cette analyse des stocks de l'État islamique avec une note d'espoir, même si ça semble particulièrement sombre a priori. Vous vous souvenez, le 24 décembre 2014, les États membres des Nations Unies ont adopté, l'adoption du traité remonte un peu plus loin, mais le traité sur le commerce des armes est entré en vigueur le 24 décembre 2012. C'est un traité très important parce que ce traité est directement destiné à empêcher ce genre de situation absurde. Ce traité dit dans ses articles 6 et 7 que les États ont l'obligation de ne pas transférer des armes vers des États, vers d'autres États ou vers d'autres groupes quand un risque de violation grave des droits humains est important. Donc c'est un traité qui, évidemment, s'il avait été en vigueur il y a 20 ans, il y a 30 ans, aurait pu prévenir ces transferts d'armes massifs qui sont aujourd'hui aux mains de l'État islamique. Ce traité est aujourd'hui, il a été ratifié par 78 États, 78 États, auxquels il faut ajouter 52 États qui l'ont signé. Donc ça fait 130 États qui sont liés par ce traité. Parmi ces États, on compte certains des plus grands producteurs et exportateurs d'armes, notamment les États-Unis. Donc ça, c'est quand même une nouvelle encourageante, même si ce traité vient évidemment trop tard et n'a pas pu empêcher cette situation absurde qu'on a aujourd'hui. Donc l'appel d'Amnesty International aujourd'hui, c'est vraiment un appel pour plus de régulation, pour un arrêt évidemment des transferts d'armes à ces États qui violent les droits humains, à ces groupes armés aussi évidemment qui violent les droits humains de manière systématique. Cet appel s'applique aussi bien entendu à des États comme l'Arabie Saoudite, États qui continuent à bénéficier de transferts d'armes de certains États européens. Je pense en particulier au Royaume-Uni et à l'Allemagne, mais pas uniquement, la France aussi, et la Belgique. Alors voilà, un tableau assez noir. David a parlé aussi de notre réponse au terrorisme et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je ne voudrais pas terminer, comme on est quand même à l'aube du 10 décembre, journée mondiale des droits humains, sans quand même vous donner quelques notes d'espoir. Alors, bien entendu, on a ce traité sur le commerce des armes qui est entré en vigueur il y a 1 an, mais il y a aussi, dans quelques jours, le prix Nobel de la paix qui va être décerné au Quartet, ces quatre organisations tunisiennes extrêmement courageuses qui ont fait un travail remarquable qu'Amnesty a salué le 10 octobre dernier, au moment de l'annonce du prix Nobel, prix totalement mérité. Ce sont des organisations avec lesquelles nous avons également collaboré modestement pendant pas mal d'années. Et donc ça, c'est vraiment un signe d'espoir. Espoir fragile, mais espoir quand même. Autre signe d'espoir, l'abolition de la peine de mort
dans 4 États. Hein. On parle ici du Madagascar, de Fidji, du Suriname et tout récemment de la Mongolie. Une décision très importante dans un autre domaine, dans ce qu'on appelle en jargon Amnesty Business and Human Rights, décision ordonnant à Shell d'indemniser les victimes du delta du Niger, les victimes d'une pollution massive causée par Shell dans ce delta. L'indemnité est quand même importante, on parle ici de 55 millions de livres sterling. Autre bonne nouvelle qu'on voulait souligner aujourd'hui, l'amélioration de la situation de très nombreuses victimes de torture. Vous savez qu'Amnesty avait lancé il y a un peu plus d'1 an une campagne mondiale contre la torture qui est encore pratiquée par une bonne centaine de pays. Et là, nous avons pu noter, nous avions d'ailleurs il y a quelques jours une jeune femme mexicaine, Claudia Medina, qui a pu être libérée, qui a pu être innocentée grâce à un énorme travail de personnes comme vous et moi dans le monde entier qui se sont mobilisées pour elle. Donc ça, c'est de nouveau là, le travail de monsieur et madame tout le monde pour les droits humains qui amène à des excellentes nouvelles. Et puis je voudrais terminer avec une très bonne nouvelle qui nous a touchés au mois d'août, alors que nous étions réunis avec toutes les autres sections d'Amnesty à Dublin. C'est quand Mazen Darwish, un défenseur des droits humains syrien, donc vraiment peut-être un des pays où le travail de défense des droits humains est aujourd'hui le plus difficile, a été libéré. De nouveau, suite à une mobilisation énorme de monsieur et madame tout le monde pour les droits humains, en signant des lettres, en signant des pétitions, en se mobilisant devant les ambassades. Donc là, je pense que c'est aussi un signe d'espoir, malgré un contexte extrêmement noir. Et je rejoins David, qui vous disait en introduction que les droits humains sont peut-être plus nécessaires que jamais. On a dans 2 jours notre marche au flambeau qui va démarrer donc le 10 décembre à 18h15 à la place d'Armes, qui sera suivie d'une soirée d'écriture de lettres. Chacune de ces lettres, chacune de ces signatures, chacune de ces petites actions de monsieur et madame tout le monde sont vraiment importantes. Et cette année, nous avons choisi de mettre l'accent sur les jeunes, parce que nous observons que, en particulier dans les printemps arabes, les jeunes sont les premières victimes de la sauvagerie, de la torture, de disparitions forcées. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aussi vecteurs de pouvoir. Avec un smartphone, aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup de choses. On l'a vu beaucoup dans le cadre des printemps arabes. Et donc, c'est pour ça que nous avons choisi un petit groupe de jeunes de différents pays. Il y a une famille syrienne dont tous les enfants ont disparu ces dernières années. Il y a d'autres familles qui sont également victimes de violences et que nous avons voulu mettre en avant à l'occasion de cette campagne bougie qui se termine tout doucement et de ce 10 décembre. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si David, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je pense qu'on a fait le tour, mais on peut laisser la discussion ouverte aux questions. Donc voilà, la parole est pour vous. Est-ce que vous savez si l'État islamique est en possession d'armes chimiques ou biologiques ? Alors, nous avons des informations qui indiquent qu'ils pourraient se doter de la capacité de produire des armes chimiques dans un délai plus ou moins long. Maintenant, c'est évidemment très difficile d'estimer avec précision, mais c'est clairement une inquiétude. C'est clairement quelque chose qui n'est pas à écarter. D'autres questions ? Oui. Sur un autre sujet, sur les mesures de sécurité du gouvernement luxembourgeois, vous n'avez pas vraiment pris position sur le paquet de mesures qui a été pris. Est-ce que vous pourriez
expliquer si ça va trop loin, si c'est... Vous avez dit que fallait être prudent, mais bon, il y a des mesures qui sont là. Quel est votre avis sur ces mesures? Peut-être. Oui. Effectivement, les mesures qui sont proposées, telles comme la question autour des perquisitions qui seront prolongées sur 24 heures à 24 heures sur 24, qui actuellement se déroulent de 6h30 du matin jusqu'à 20h du soir. Il y a la mesure de la garde à vue qui est prolongée de 24 heures à 48 heures. Et la question sur l'espionnage des ordinateurs, qui permettrait à la police d'espionner des ordinateurs afin de suivre les communications, que ce soit par Skype, Viber ou WhatsApp. Amnesty entend de façon générale les soucis qu'ont les gouvernements par rapport aux questions de sécurité. Il est important de ne pas aller à l'encontre des questions de sécurité. Toutefois, il est important également de veiller à ce que les droits fondamentaux restent praticables, c'est-à-dire le droit à la réunion, le droit aux manifestations, que la vie privée soit respectée, c'est-à-dire qu'il y ait des mécanismes qui permettent aux personnes aussi de dénoncer si leurs droits sont attaqués ou pas. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. D'un côté, on ne peut pas éviter certaines restrictions plus dures, si on peut utiliser le terme comme ça, mais d'un autre côté, il faut assurer que les droits fondamentaux soient respectés. Dans ce cas, Amnesty ne veut pas juger sur le fait que ces mesures soient appliquées ou mises en place, mais est plutôt prudente dans le sens où on veille à ce que les libertés et les droits fondamentaux soient respectés. C'est un peu un grand écart entre ces deux points, mais je pense que c'est une position essentielle par rapport à la position d'Amnesty. Une autre chose, c'est que être répressif ne suffit pas. Amnesty prône en tout cas qu'il est important de continuer au niveau de la prévention, c'est-à-dire que toutes les personnes puissent, sans discrimination, avoir droit à un logement, avoir droit à une formation, à une éducation et aussi au marché de l'emploi. Car les questions de la, fanatisation des personnes, parce que nous avons eu des situations aussi où des citoyens luxembourgeois voulaient partir ou sont partis en Syrie. Ce sont aussi des questions sociales et économiques et d'intégration. Et je pense que le gouvernement luxembourgeois ainsi que tous les autres gouvernements doivent s'attaquer à ces questions-là, permettre l'ascenseur social, permettre aux gens de pouvoir s'exprimer, permettre de traiter les sujets sujets qui touchent à la société pour pouvoir justement inclure les jeunes, pour pouvoir inclure les personnes qui sont marginalisées à entrer dans une dynamique constructive de notre société et de les sortir justement d'une dynamique qui va vers la destruction, l'autodestruction ou la destruction de l'autre. Et donc ça, ce sont des messages assez forts. On ne peut pas résoudre le problème qu'avec des mesures de sécurité. Si dans une situation d'urgence, on peut comprendre certaines dispositions, mais cela est fortement insuffisant pour régler le problème sur le fond. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais tu peux peut-être ajouter quelque chose. Oui, au Luxembourg, c'est peut-être encore assez tôt. Par contre, on regarde évidemment avec beaucoup d'attention ce qui se passe en France et en Belgique. Là, vous avez probablement suivi qu'il y a des manifestants écologistes qui n'ont pas pu manifester, qu'il y a eu, je pense, une répression assez dure. C'est évidemment pas acceptable. De manière générale, je pense qu'il y a 3 critères. Je crois que David y a fait allusion. Il y a un élément de proportionnalité,
Il y a un élément de non-discrimination. Il ne faut pas que ces mesures discriminent certains groupes de la population, et il faut que ce soit conforme à la loi. Maintenant, clairement, on a eu un petit conference call avec nos collègues des autres sections européennes d'Amnesty il y a quelques jours, et on se rend compte qu'on est dans une période qui n'est pas très différente de l'après 11 septembre aux États-Unis, avec un risque évidemment d'aller trop loin. C'est pour ça que je pense que le message de David est très important. Il faudrait évidemment éviter de se retrouver avec un Guantanamo européen. Il faudrait éviter de se retrouver avec un Patriot Act, comme on a eu aux États-Unis après le 11 septembre, et des excès et un déni de démocratie absolument flagrant. Donc c'est pour ça qu'on a l'œil. On a des experts au niveau d'Amnesty International qui sont en train d'analyser le projet de loi luxembourgeois. Donc on ne peut pas encore vous dire exactement notre analyse précise de ce qui est en préparation, mais elle va suivre. Et nous allons évidemment suivre ça avec beaucoup d'attention, parce que c'est un moment important où il faut pas, comme disait David, que la sécurité se fasse au détriment des libertés fondamentales. Tu veux ajouter quelque chose ? D'autres choses ? Vous voulez ajouter quelque chose peut-être ? Non ? D'autres questions ? Peut-être juste un appel. Un appel aux journalistes que vous êtes, en tout cas représentants de la presse, c'est de vraiment être extrêmement vigilant, parce que vous recueillez des informations, vous traduisez les informations et vous les faites circuler au niveau de la population. C'est un rôle qui est essentiel, c'est une fonction qui est extrêmement importante, et c'est quelque chose de fondamental au niveau de la société pour les libertés, pour le droit à l'expression, et je pense que vous avez un rôle à jouer aussi au niveau de comment faire circuler certains messages, de ne pas faire des amalgames au niveau de la compréhension de certains sujets. Donc on avait récemment les discussions autour du voile intégral au Luxembourg, où d'un côté vous avez le gouvernement qui jetait la balle au niveau des communes, et les communes qui jetaient la balle au niveau du gouvernement, en tout cas du Parlement, pour les décisions. Et je pense que c'est important que la presse fonctionne bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est très important, parce que la presse, entre autres, ce sont souvent les premières victimes des limitations qui sont émises par les gouvernements ou par des autorités qui n'accueillent pas très favorablement la liberté d'expression. Donc je pense que tout le monde doit rester vigilant et travailler justement à bien expliquer aux personnes, à la population, quels sont les enjeux et sur quoi il faut faire attention, et que surtout nous avons à y gagner, non pas à être plus sécuritaire, mais à mettre l'accent surtout sur les droits fondamentaux et sur la tolérance et la solidarité, parce que c'est le seul moyen de pouvoir nous en sortir. Nous avons beaucoup de personnes dans le passé qui se sont engagées et qui ont laissé leur vie pour les libertés auxquelles nous pouvons, que nous bénéficions aujourd'hui. Ce serait dommage de perdre ces acquis, et je pense que nous devons rester très attentifs et justement aujourd'hui, plus que jamais, nous battre, nous engager et aller de l'avant en expliquant énormément de choses et les grands principes fondamentaux à nos concitoyens. Donc, merci en tout cas aussi pour votre travail, et votre rôle est aussi très important dans les enjeux actuels au niveau géopolitique. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter ici. Vous avez quelque chose, non ? Bon, ben,
compliments. Vielmals merci, dass ihr hier gewesen seid. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Merci, Steven. Merci.